Acheté avec l'argent de qui ? Demanda la carte que mon père m'a tendue, et toute la famille a éclaté de rire. Le son a rebondi sur les murs du salon, un bruit strident et cruel qui a brisé l'ambiance faussement festive de ce dîner. C'était un samedi soir. Nous étions censés célébrer l'achat de ma première voiture, une Peugeot 208 d'occasion que j'avais payée avec des mois d'économie. Le papier cartonné de la carte semblait peser une tonne dans ma main. J'ai levé les yeux et j'ai vu leur visage. Mon oncle, ma tante, mes cousins, tous souriaient, complices de cette humiliation publique. Ma mère, assise à côté de mon père, avait un sourire faible, presque contrit, mais elle n'a rien dit. J'ai senti ma poitrine se serrer, l'air me manquait. J'ai hoché la tête, comme si je trouvais la blague amusante. Mais à l'intérieur, quelque chose de très ancien et de très fragile venait de se briser. Ce dîner devait être ma victoire, la preuve de mon indépendance. Il l'avait transformée en mon tribunal. Ce qui rendait cette scène insupportable, ce n'était pas la moquerie en elle-même, mais l'ironie écrasante qu'elle cachait. Depuis 5 ans, depuis mes 16 ans, je versais discrètement 650 € par mois sur le compte joint de mes parents. Chaque premier du mois, sans exception. Un total de 39 000 €. C'est moi qui payais le loyer de 500 €, les factures, une bonne partie des courses. C'est moi qui permettais à mon père de sauver la face après avoir perdu son emploi de cadre commercial. Un secret qu'il cachait à toute la famille. Mon travail de community manager freelance, que je faisais le soir après mes cours, finançait leur train de vie, leur fierté, leur droit de me juger. Ma voiture, ce symbole de liberté, je l'avais payée avec l'argent qu'il me restait. Ils se moquaient de moi avec l'argent même que je leur donnais pour survivre. Si vous avez déjà vécu une injustice qui vous a laissé sans voix, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais beaucoup vous lire. Mon père, Marc, n'a pas toujours été cet homme. Ou peut-être que si, et je refusais de le voir. Il était rongé par la honte de son échec, et au lieu de l'affronter, il la projetait sur moi. Pour se sentir grand, il avait besoin que je sois petite. Toute mon adolescence a été rythmée par ses critiques. J'étais trop rêveuse, incapable, pas assez réaliste. Chaque réussite était minimisée, chaque erreur était montée en épingle. Je pensais, naïvement, que cette voiture changerait la donne, que ce serait une preuve tangible, irréfutable, que je n'étais pas la ratée qu'il décrivait. Je m'étais trompée. Il n'avait pas besoin de preuves, il avait besoin d'une cible. Le voir là, trônant au bout de la table, le regard brillant de suffisance après sa blague cruelle, a été une révélation. Il ne voulait pas que je réussisse. Il voulait que je reste dépendante, pour que son mensonge puisse continuer à exister sans être menacé par ma propre lumière. J'ai enduré le reste de la soirée dans un état second, un brouillard cotonneux qui étouffait les sons et les conversations. Le cliquetis des couverts, les rires qui fusaient encore, tout me parvenait de très loin. J'ai fixé mon assiette, traçant des motifs invisibles dans la sauce, sentant la vibration de mon téléphone dans ma poche. Chaque minute était une éternité. J'ai souri quand il le fallait. J'ai répondu à des questions dont j'ai immédiatement oublié la teneur. Il n'y avait plus de tristesse en moi, juste un vide froid et une résolution qui prenait forme, dure comme de l'acier. En partant, j'ai croisé son regard. Il y avait un petit sourire en coin sur ses lèvres, le sourire d'un homme qui pense avoir gagné. Je lui ai rendu un sourire tout aussi énigmatique. Il pensait que cette carte était la fin de l'histoire, la confirmation de son pouvoir sur moi. Mais il ne savait pas une chose. Son mensonge avait une date d'expiration, et elle venait d'arriver. Le souvenir de ce moment est gravé en moi avec une clarté glaciale. J'avais 16 ans. Je cherchais une feuille pour une dissertation sur l'ordinateur familial, et je suis tombée sur un onglet resté ouvert, son espace personnel, Pôle emploi. La date d'inscription remontait à plusieurs mois. Mon père, le cadre commercial si fier, l'homme qui nous rappelait sans cesse la valeur du travail, était au chômage depuis près d'1 an. Tout a pris sens d'un coup. Son irritabilité constante, les enveloppes de factures qu'il cachait, le regard fuyant de ma mère. Je n'ai rien dit. J'ai refermé l'ordinateur portable, le cœur battant à tout rompre.
Ce soir-là, j'ai posté ma première annonce pour donner des cours de soutien en mathématiques. Je n'avais pas de plan, juste une certitude. Je ne laisserai pas notre monde s'effondrer. Je devais devenir le pilier invisible de cette famille, porter un fardeau qu'ils ne me demandaient pas, mais dont ils avaient désespérément besoin pour survivre. Le premier virement a été de 200 €, tout ce que j'avais gagné. Puis, en trouvant mes premiers contrats de community manager, la somme a grimpé. Très vite, je me suis engagée à verser 650 € chaque premier du mois, sans faute. C'était un rituel silencieux. Je voyais la notification de débit sur mon téléphone, et je savais que, grâce à cela, le loyer de 500 € serait payé, que les lumières resteraient allumées. Je faisais les courses en rentrant des cours, utilisant ma propre carte pour les extras, pour que le frigo ne soit jamais vide. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. 39 000 €. C'est le prix de leur dignité, le prix du silence. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils n'ont jamais regardé les relevés de leur compte joint, préférant l'illusion confortable que mon père gérait toujours la situation. Ils vivaient dans un mensonge que je finançais avec mes nuits blanches et mes week-ends sacrifiés. Le plus dur n'était pas l'argent, c'était le mépris. Chaque euro que je leur donnais semblait alimenter le droit de mon père à me rabaisser. Mes études en école de commerce? Une perte de temps, tu n'as pas la carrure. Mon travail en freelance? Un passe-temps, pas un vrai métier. Je me souviens d'un soir où j'avais décroché un contrat important. J'étais si fière. Quand je l'ai annoncé à table, il a levé les yeux de son journal et a dit « Ne t'emballe pas, ce n'est pas avec ça que tu paieras un jour tes factures. » J'ai senti mes joues brûler. Je payais déjà les siennes. Ma mère, à côté, a juste esquissé un petit sourire triste et a changé de sujet. Son silence était une trahison quotidienne, une façon de me dire que la paix du foyer valait plus que ma dignité. Ils avaient besoin de mon aide, mais ils ne supportaient pas l'idée que je puisse être compétente. C'est pour ça que j'ai tout gardé. Au début, c'était presque inconscient, une simple mesure de précaution. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur, Finances Famille, où je sauvegardais chaque relevé bancaire, chaque confirmation de virement. Je surlignais la ligne « Loyer plus charge famille » en jaune, comme pour me prouver que ce n'était pas un rêve, que mon sacrifice était réel. Un jour, en utilisant de nouveau l'ordinateur familial, j'ai pris une capture d'écran de son statut de demandeur d'emploi, toujours actif. Je l'ai enregistré dans le même dossier. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais. Ce n'était pas un plan de vengeance, mais une assurance. Une ancre dans la réalité, face au déni permanent dans lequel nous vivions. Ces documents étaient la seule preuve tangible que je n'étais pas folle, que l'injustice que je ressentais chaque jour était bien réelle et mesurable. Après ce dîner, en rentrant dans ma chambre, j'ai ouvert ce dossier. La carte de vœux empoisonnée était posée sur mon bureau, comme une pièce à conviction. Les rires de ma famille résonnaient encore dans ma tête. Ce n'était plus seulement une question d'injustice, c'était une question de survie psychologique. Je ne pouvais plus être la gardienne silencieuse de leurs secrets, tout en étant leur bouc émissaire public. Le poids de ces 5 années, de ces 39 000 €, de chaque mot dénigrant, s'est transformé en une certitude froide et inébranlable. Il ne s'agissait plus de les protéger, mais de me protéger moi. Mon père pensait m'avoir mise à ma place. Il ne réalisait pas qu'il venait de m'offrir la clé de ma propre libération. Et je savais exactement quelle serrure elle allait ouvrir. Une semaine s'est écoulée dans un silence glacial. Après le dîner, la maison était devenue un territoire étranger, rempli de non-dits et de regards fuyants. Je passais le plus clair de mon temps dans ma chambre ou dehors, prétextant des révisions ou des sorties avec des amis. Je ne pouvais plus supporter de m'asseoir à la même table qu'eux, de voir le sourire satisfait de mon père ou le regard coupable de ma mère. Chaque conversation était superficielle, tendue, comme si nous marchions tous sur une fine couche de glace qui menaçait de se briser à tout instant. J'attendais. Je ne savais pas quoi exactement, mais je sentais qu'une autre secousse était inévitable. La carte humiliante n'était pas un point final, c'était une déclaration de guerre. Je sentais dans mes os qu'il n'en avait pas fini avec moi, que son besoin de me rabaisser,
chercherait une nouvelle occasion de se manifester. Je me préparais, sans savoir encore à quoi. L'occasion s'est présentée le vendredi soir suivant. J'étais assise à mon bureau, en train de finaliser un rapport pour un de mes clients, quand j'ai entendu frapper doucement à ma porte. C'était mon père. Il est entré sans attendre ma réponse, un sourire faussement décontracté sur les lèvres, comme si la semaine de tension n'avait jamais existé. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte, les mains dans les poches de son jean, et m'a observé travailler un instant. « Toujours sur cet ordinateur, hein ? Tu vas finir avec des yeux carrés », a-t-il lancé d'un ton qu'il voulait léger et complice. Je n'ai pas répondu, me contentant de lever les yeux vers lui. Son attitude m'a glacée. Il n'y avait aucune trace de remords dans son regard, aucune conscience du mal qu'il m'avait fait. Pour lui, le dîner était déjà oublié, une simple blague sans conséquence. Il était là, dans mon espace, prêt à demander quelque chose. Je l'ai senti immédiatement. « Écoute, Chloé, » a-t-il commencé, en se rapprochant de mon bureau. « J'ai une idée. Ta mère est un peu fatiguée en ce moment, et j'aimerais lui faire une surprise. Un petit week-end en Normandie, rien que tous les deux, pour se ressourcer. » Il a marqué une pause, attendant ma réaction. Comme je restais silencieuse, il a continué, son ton devenant presque condescendant. « Le truc, c'est que je suis un peu juste ce mois-ci. Je me demandais si tu ne pouvais pas me faire une petite avance, un prêt. Disons 400 €. Ce serait une belle façon pour toi de participer au cadeau. » À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus de la tristesse, ni même de la déception. C'était une rage pure, froide et tranchante. L'audace. L'insolence de me demander de l'argent, à moi, après m'avoir publiquement humiliée sur la façon dont je gagnais ma vie. Le dernier fil qui me reliait à l'idée de le protéger venait de céder. Mon visage est resté impassible. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement, le clic du plastique résonnant dans le silence de la chambre. J'ai croisé son regard, sans ciller. Il s'attendait à une justification, une plainte, peut-être même des larmes. Il n'a rien eu de tout ça. J'ai simplement hoché la tête. 400 €, pour maman. Je comprends, ai-je dit d'une voix neutre, dénuée de toute émotion. Laisse-moi y réfléchir, je te dirai demain. Ma réaction l'a déstabilisé. Il a froncé les sourcils, visiblement perplexe. Mon calme était plus déconcertant pour lui qu'une explosion de colère. Il a bredouillé quelque chose comme « D'accord, super, c'est gentil », puis il a reculé maladroitement et a quitté ma chambre, refermant la porte derrière lui. Le bruit du loquet s'enclenchant a sonné comme le début d'un compte à rebours. Il ne se doutait de rien. Il pensait avoir encore le contrôle de la situation. Seule dans ma chambre, je n'ai pas bougé pendant de longues minutes. La rage ne s'était pas dissipée. Elle s'était transformée en une clarté absolue, une détermination de faire. Il ne s'agissait plus de supporter, de pardonner ou de fuir. Il s'agissait de reprendre ce qui m'appartenait, mon histoire, ma dignité, ma vérité. Mon regard s'est posé sur le classeur noir posé sur mon étagère. Il contenait 5 ans de preuves, 5 ans de silence. Le week-end prochain, c'était l'anniversaire de ma mère. Toute la famille serait de nouveau réunie pour un déjeuner dominical. La scène parfaite. Il voulait 400 € pour financer un week-end de mensonges. Très bien. Je lui offrirais 5 ans de vérité en retour. Et le prix à payer serait bien plus élevé que la somme qu'il venait de me demander. Son petit jeu venait de s'achever, et il ne le savait pas encore. Mais c'est lui qui allait tout perdre. Le reste de la nuit a été une longue insomnie, passée à fixer le plafond de ma chambre. Chaque craquement de la maison, chaque bruit de voiture au loin, semblait amplifié, comme si le monde entier était complice du silence pesant qui s'était installé. La rage s'était dissipée, laissant place à un calme étrange, une lucidité presque chirurgicale. Je ne me sentais plus blessée, mais vide. C'était le vide laissé par 5 années d'illusion, 5 années où j'avais cru que mon sacrifice silencieux pourrait un jour être reconnu, ou du moins respecté.
Son audace, sa demande de 400 € n'était pas une insulte de plus, c'était un diagnostic. Il ne me voyait pas, il ne m'avait jamais vue. J'étais une ressource, une fonction, une variable dans son équation personnelle pour maintenir les apparences. Mon isolement n'était plus une souffrance, il était devenu ma salle de commandement. C'est dans ce silence que j'ai compris que la seule personne qui pouvait me rendre justice, c'était moi-même. Le lendemain matin, j'ai appelé Léa, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle était la seule personne à qui je n'avais jamais menti, mais aussi la seule à qui je n'avais jamais tout dit. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de la fac, l'odeur du café chaud et des croissants me semblant venir d'une autre vie. J'ai tout déballé. 5 ans de secrets, de virements bancaires, d'humiliations voilées, de mensonges par omission. Je lui ai parlé du chômage de mon père, des 39 000 €, de la carte de vœux, de sa demande de la veille. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant de l'étonnement à l'incrédulité, puis à une colère froide qui faisait écho à la mienne. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse et a simplement dit « Tu ne peux plus continuer comme ça, Chloé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus. » Ces mots, si simples et si directs, ont été la validation que j'attendais sans le savoir. Elle ne m'a pas dit quoi faire, mais son regard m'a donné la permission de faire ce que je savais déjà être inévitable. En rentrant chez moi, le plan s'est assemblé dans mon esprit avec une clarté implacable. Il n'était pas né de la haine, mais d'un besoin vital de réaligner la réalité. Le déjeuner d'anniversaire de ma mère, le dimanche suivant, serait la scène parfaite. La même audience qui avait été témoin de mon humiliation serait témoin de la vérité. Ce ne serait pas une explosion de colère, mais une présentation de faits. Je n'allais pas crier, je n'allais pas accuser. J'allais simplement exposer la réalité, document par document, chiffre par chiffre. Je voulais qu'ils comprennent, pas seulement mon père, mais tous. Ma mère, pour son silence complice. Ma tante, mon oncle, mes cousins, pour leur rire facile. Je voulais qu'ils voient la structure invisible qui soutenait leur monde confortable. Une structure que j'avais bâtie avec mes nuits blanches et mon adolescence sacrifiée. Mon but n'était pas de les détruire, mais de leur rendre la vérité qu'ils avaient si longtemps refusé de voir. Le soir même, j'ai sorti le classeur noir de mon étagère. La poussière fine qui le recouvrait semblait symboliser ces années de secret. Je l'ai ouvert sur mon bureau, et le bruit sec des anneaux métalliques a résonné comme un verdict. J'ai passé des heures à organiser les documents. J'ai imprimé à nouveau, en couleur cette fois, la capture d'écran de l'espace Pôle emploi de mon père, datant de 2018. J'ai trié les 60 relevés de compte, un pour chaque mois de sacrifice, et j'ai vérifié que chaque virement de 650 € était bien surligné en jaune vif, la mention « loyer plus charge famille » parfaitement lisible. Le geste était méthodique, presque mécanique. Je ne ressentais rien, si ce n'est une concentration intense. Chaque feuille de papier était une brique de ma future liberté. Ce classeur n'était plus une collection de souvenirs douloureux. Il était devenu un acte d'accusation, froid, factuel et irréfutable. C'était le prix de ma liberté, et j'allais le présenter à la table des négociations. Les jours qui ont précédé le dimanche se sont écoulés dans une atmosphère surréaliste. Je croisais mes parents dans le couloir, échangeant des banalités sur la météo ou le programme télévisé. Mon père, pensant que j'avais accepté sa demande, était d'une humeur joviale, me demandant 2 fois si j'avais pensé à faire le virement pour le cadeau de maman. Je répondais évasivement, avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe », lui disais-je. Il ne voyait rien, aveuglé par sa propre arrogance et la certitude de son impunité. Chaque heure qui passait renforçait ma détermination. Le samedi soir, alors que la maison était silencieuse, j'ai posé le classeur noir dans mon grand sac à main, à côté du cadeau d'anniversaire que j'avais acheté pour ma mère. Les 2 objets semblaient si contradictoires. L'un était un symbole d'affection, l'autre une arme de vérité. Demain, la comédie familiale prendrait fin, et pour la toute première fois, j'en serais la metteuse en scène. Le dimanche est arrivé,
baignée d'une lumière faussement douce qui filtrait à travers les rideaux du salon. L'air était chargé de l'odeur du rôti et du parfum de ma mère, une tension palpable sous le vernis des sourires et des conversations forcées. Toute la famille était là, les mêmes visages qui avaient ri de moi une semaine plus tôt. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère étrange, une sorte de trêve armée. Puis, le dessert a été servi. Mon père s'est levé, son verre de champagne à la main, prêt à entamer son toast habituel, plein de fausse modestie et d'autorité. C'était le signal. Je me suis raclé la gorge, et toutes les têtes se sont tournées vers moi. « Attendez !» ai-je dit d'une voix calme qui a surpris tout le monde, moi la première. « J'ai aussi un cadeau pour maman, et un peu pour nous tous. » J'ai sorti le classeur noir de mon sac, et je l'ai posé sur la table basse. Le bruit sourd du plastique sur le bois a fait taire toutes les conversations. Un silence perplexe s'est installé, lourd de questions. J'ai ouvert le classeur, mes gestes lents et délibérés. La première page était un relevé de mon compte bancaire, datant d'il y a 5 ans. J'ai pointé du doigt la ligne surlignée en jaune. Le 1er octobre 2018, j'ai fait un virement de 650 € sur le compte joint de papa et maman, avec la mention « loyer plus charge famille ». Mon père a eu un petit rire nerveux, mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie, Chloé ? Tu veux nous montrer tes comptes ?» a-t-il lancé, essayant de faire passer ça pour une blague. Je n'ai pas relevé. J'ai tourné la page. Et le 1er novembre 2018. Et le 1er décembre. J'ai continué à tourner les pages, une par une, le bruit du papier devenant le seul son dans la pièce. Chaque page était un mois, chaque ligne jaune un sacrifice. Le sourire de mon père s'est effacé, remplacé par une expression d'incompréhension, puis d'inquiétude. Les autres me regardaient, leur visage se figeant peu à peu. J'ai continué mon décompte macabre, page après page. Le silence était devenu si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Je sentais le regard de ma mère sur moi, un mélange de confusion et d'une peur naissante. Ma tante Isabelle, la sœur de mon père, avait cessé de sourire et le fixait, les sourcils froncés. J'ai atteint la dernière page des relevés. 60 virements, un total de 39 000 €. Un murmure a parcouru l'assemblée. Mon père est devenu livide. Il s'est penché en avant comme pour arracher le classeur de mes mains. « Arrête tes bêtises !» a-t-il sifflé, sa voix tremblante. J'ai reculé le classeur, hors de sa portée, mon regard ne quittant jamais le sien. Son masque de patriarche tout-puissant se fissurait, révélant la panique qui se cachait derrière. Il savait ce qui allait venir, et il était terrifié. La pièce entière semblait retenir son souffle, attendant la suite. J'ai tourné la dernière page. Ce n'était pas un relevé bancaire, mais une capture d'écran. Je l'ai soulevé pour que tout le monde puisse la voir. C'était son espace personnel Pôle emploi, avec son nom et sa date d'inscription bien visible. Et voici pourquoi j'ai commencé à faire ces virements. Le silence est devenu absolu. Mon père m'a regardé, les yeux écarquillés, le souffle court. Il était piégé. Sa supercherie, son long mensonge de 5 ans, était exposé sous les yeux de ceux dont il cherchait le respect. Il a ouvert la bouche, a essayé de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Puis, la panique a pris le dessus, et il a hurlé, sa voix se brisant dans un cri de déni pur. « Quel loyer ? C'est ma maison, c'est moi qui paie tout ici. » Sa protestation était si désespérée, si fausse, qu'elle sonnait comme l'aveu le plus retentissant qui soit. Au même instant, un bruit sec et cristallin a éclaté. Ma mère venait de laisser tomber son verre de champagne. Il s'est brisé en 1000 morceaux sur le carrelage, comme l'illusion de notre famille. Ses yeux allèrent de mon père à moi, remplis d'une horreur muette. « Marc, c'est vrai ?» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Puis elle s'est tournée vers moi, le visage décomposé par une douleur que je n'avais jamais vue. « Chloé, tu as gardé ça pour toi pendant tout ce temps ?» Personne n'a répondu. Les rires de la semaine précédente étaient morts, remplacés par la honte. J'ai vu le dégoût sur le visage de ma tante Isabelle, alors qu'elle secouait la tête en regardant son frère.
Les autres convives, fixés à leurs assiettes, soudainement très intéressés par les miettes de leur gâteau. Je n'ai rien ajouté. J'ai refermé doucement le classeur. Ma vérité avait été dite. Le prix de ma liberté venait d'être payé. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Je me suis levée sans un mot, laissant le silence retomber sur les débris de notre famille. Personne n'a essayé de me retenir. Le son du verre brisé semblait encore flotter dans l'air, mêlé aux sanglots étouffés de ma mère et à la voix glaciale de ma tante Isabelle qui demandait des explications à son frère. Mon père, lui, était anéanti. Assis, affalé sur sa chaise, le regard vide, il n'était plus le patriarche tout-puissant, mais un homme brisé par la vérité. Je n'ai ressenti ni triomphe ni pitié, juste un vide immense et la certitude d'avoir fait la seule chose possible. J'ai pris mon sac, les clés de ma voiture, et je suis sortie de cette maison pour la dernière fois. En refermant la porte derrière moi, je n'ai pas entendu de cris, seulement le bruit lourd et définitif d'un monde qui s'effondrait. Je les laissais avec leurs mensonges mis à nu, et pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer. Ma tante Isabelle m'a appelée le lendemain. Sa voix était grave, empreinte d'une colère sourde et d'une profonde tristesse. Elle m'a raconté la suite de la soirée. Le départ précipité des autres invités, le long interrogatoire qu'elle a fait subir à son frère, les aveux pénibles et fragmentés de mon père face à une mère en état de choc. Elle m'a dit que toute la famille lui avait tourné le dos, que la honte était désormais son seul héritage. En l'écoutant, je réalisais que ma solitude des 5 dernières années venait de prendre fin. Ma douleur, si longtemps invisible et silencieuse, avait désormais des témoins. Isabelle s'est excusée de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Je lui ai assuré qu'elle ne pouvait pas savoir. Sa validation, son dégoût envers l'attitude de son propre frère, a été une forme de réparation inattendue. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une reconnaissance. La vérité n'avait pas seulement détruit, elle avait aussi commencé à guérir. Quelques jours plus tard, c'est ma mère qui a appelé. Elle pleurait au téléphone, une litanie de regrets et de questions confuses. Elle m'a avoué, d'une voix brisée, que mon père lui avait tout raconté. Les dettes, les mensonges, les années de faux-semblants. Ils allèrent devoir vendre la maison. Ce pavillon qui avait été le théâtre de tant de non-dits et de souffrances. Elle ne me demandait pas de revenir. Elle ne me demandait rien. Elle voulait juste que je sache. Je l'ai écoutée, calme, laissant ses mots couler sur moi sans plus m'atteindre. J'ai compris à cet instant que son silence n'avait pas été de la complicité passive, mais un choix délibéré pour préserver une illusion de paix. Elle avait sacrifié ma dignité sur l'autel de son confort, et aujourd'hui, elle en payait le prix. J'ai simplement répondu que je lui souhaitais du courage, puis j'ai raccroché. Le cordon était définitivement coupé. La chute de mon père a été aussi rapide que brutale. L'homme qui se moquait de mon passe-temps, de community manager, a dû accepter un poste de veilleur de nuit dans un entrepôt. Je l'ai appris par ma tante, qui gardait un contact minimal avec lui. L'image de ce cadre commercial si fier, réduite à faire des rondes dans le silence d'un bâtiment désert, était la justice poétique la plus cruelle qui soit. Sa chute sociale était visible, publique, une humiliation quotidienne qui reflétait celle qu'il m'avait infligée. Je ne l'ai jamais revu dans son uniforme, mais l'idée seule suffisait. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, mais le constat froid d'une réalité qui se réalignait. Il avait passé des années à me faire sentir petite pour se sentir grand. Aujourd'hui, il était confronté à sa propre petitesse, sans personne à blâmer sinon lui-même. Son autorité n'était qu'une illusion, et une fois celle-ci brisée, il ne restait plus rien. J'avais trouvé un petit studio dans le centre de Lyon, un nid douillet sous les toits payés avec l'argent que j'avais mis de côté. C'était la première fois que j'avais un chez-moi, un espace qui m'appartenait entièrement. Une semaine après mon départ, un soir de pluie, la sonnette a retenti, stridente dans le silence apaisant de mon appartement. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé à travers le judas et je l'ai vu. Mon père. Il se tenait sur le paillasson, trempé par la pluie, le visage ravagé par les larmes.
Il ne ressemblait plus à l'homme arrogant qui m'avait humilié. C'était un étranger, un naufragé venu chercher un port. Il a levé la main pour sonner de nouveau, mais elle tremblait trop. Le voir ainsi, si vulnérable et si brisé, a provoqué en moi une tempête de sentiments contradictoires. Derrière la porte, mon père pleurait, et pour la toute première fois, c'était à moi de décider si je devais l'ouvrir. Je suis restée là, immobile, le front appuyé contre le bois froid de la porte. À travers le judas, je voyais son visage déformé par la lentille, ruisselant de pluie et de larmes. Une partie de moi, celle qui avait 16 ans et qui voulait sauver le monde, a hurlé de lui ouvrir, de le consoler, de réparer ce que j'avais brisé. C'était l'instinct d'une vie entière, le réflexe de la fille qui porte le poids de la famille. Mais une autre voix, nouvelle et plus forte, m'a murmuré de ne pas bouger. Cette voix savait que l'ouvrir, c'était rouvrir la porte à tout ce que j'avais fui. Le mépris, le mensonge, le poids de son ego. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. J'ai reculé sans faire de bruit, et je suis allée m'asseoir dans le silence de mon salon, laissant ses sanglots s'éteindre doucement de l'autre côté du mur. Pour la première fois de ma vie, je choisissais de me sauver moi avant de le sauver lui. Ce soir-là, j'ai compris que la vérité n'est pas une arme de destruction, mais un outil de clarification. Mon but n'avait jamais été de le détruire, mais de me libérer de l'emprise de son mensonge. Le voir si brisé n'a pas été une victoire, mais une confirmation tragique. Son pouvoir ne reposait que sur le silence que je lui avais accordé. En reprenant ma voix, je lui avais simplement rendu le poids de sa propre réalité. On parle souvent de pardon, mais j'ai appris qu'il y a une différence cruciale entre pardonner à quelqu'un et lui redonner l'accès à votre vie. Je pouvais, à distance, lui pardonner sa faiblesse, sa peur, sa cruauté, mais je ne pouvais plus jamais lui permettre de définir ma valeur ou de se servir de moi pour masquer ses propres échecs. Le véritable pardon, pour moi, a été de me pardonner d'avoir attendu si longtemps pour tracer cette limite. Aujourd'hui, je vis dans ce petit studio sous les toits de Lyon. Chaque matin, le soleil traverse ma fenêtre et dessine des carrés de lumière sur le parquet. C'est un espace modeste, mais il est entièrement à moi. L'air y est léger, libre de non-dits et de tensions. Mon travail de community manager a explosé. Libéré du fardeau émotionnel et financier de ma famille, toute mon énergie a pu se concentrer sur la construction de mon propre avenir. Parfois, en buvant mon café et en regardant la ville s'éveiller, je pense à cette maison de banlieue, à cette table de salle à manger, et cela me semble appartenir à une autre vie, à une autre personne. La Peugeot 208, garée en bas, n'est plus un symbole de défi, mais simplement un outil. Le vrai moteur de ma liberté, ce n'était pas la voiture, c'était la décision de prendre le volant de ma propre histoire. J'ai appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on vous donne, mais quelque chose que l'on refuse de vous laisser prendre. Pendant 5 ans, j'ai cru que mon sacrifice silencieux était une forme d'amour, de loyauté. En réalité, c'était une façon de permettre à une dynamique toxique de perdurer. En protégeant mon père de la vérité, je nous ai tous enfermés dans une prison de faux-semblants. Le prix de la paix est parfois trop élevé quand il est payé avec notre propre estime. Il faut un courage immense pour regarder une situation en face et dire « ça s'arrête ici ». Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de préservation. On ne peut pas construire un avenir sain sur des fondations qui sont pourries par le secret et le mépris. Ma liberté n'a pas été achetée avec de l'argent, mais avec le courage de dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à mes parents, et honnêtement, j'ai cessé de me sentir responsable. Mon chemin est désormais le mien, pavé de mes propres choix, de mes propres erreurs et de mes propres réussites. Les cicatrices de cette histoire sont toujours là, mais elles ne me font plus mal. Elles sont un rappel constant de la force que j'ai trouvée en moi quand je pensais ne plus en avoir. Elles me rappellent que même dans l'injustice la plus profonde, il y a toujours un chemin vers la lumière, à condition d'oser l'emprunter. Mon histoire est terminée, mais elle m'a appris la leçon la plus importante de toutes.
On ne doit jamais mettre le feu à sa propre vie pour maintenir quelqu'un d'autre au chaud. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place?